Nous nous retrouvons pour entamer la dernière partie du cours sur la conscience morale. Le grand 3, une autre morale est-elle possible que la morale déontologique? Alors, voilà, je vais parler beaucoup dans cette dernière partie d'Aristote. Juste avant, j'ai un petit scrupule, je me rends compte que quand je vous ai parlé de Tertullien, j'ai pas trop expliqué pourquoi de ma citation. Donc je vais juste dire en un mot pourquoi j'ai cité Tertullien aussi longuement. C'est parce que en fait Tertullien représente avec son excès de passion vengeresse, il représente vraiment le non-dit de la religion, c'est-à-dire cette passion de dominer à tout prix et cette cruauté en fait, hein, que le bon chrétien reproche aux païens. Voilà, c'est ça, c'était l'intérêt de cette citation qui est quand même assez hilarante si on la regarde avec le recul. Alors, en fait, je vais vous parler là dans cette partie d'Aristote. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'idée de totalement renoncer à toute forme de morale me semble, malgré tout, un petit peu difficile à avaler, et que je crois qu'il y a un autre type de morale possible que celle prônée par les pères de l'Église, et que même la morale, en fait, telle que Kant l'analyse, avec la notion de devoir, n'est pas l'alpha et l'oméga de la morale, qu'on peut envisager les choses autrement que sous la forme d'une morale déontologique, une morale du devoir. Vous voyez, la morale déontologique, en fait, c'est le mot grec qui signifie, qui vient du verbe dein, ça veut dire devoir. Ah, donc une morale déontologique, c'est une morale de devoir conçue, hein, essentiellement comme s'exprimant à travers des devoirs. Bon, il y a d'autres types de morale. Épicure a une morale du plaisir, on en a déjà parlé en cours, et Aristote envisage une morale de la vertu. Et ce que je veux vous montrer, c'est que c'est très différent. Une morale de la vertu et une morale du devoir, on dirait que c'est la même chose, ça va être encore des histoires sur la tempérance et tout ça. Bon, non, vous allez voir, en fait, c'est complètement, enfin, il me semble que c'est quand même très, très, très différent, même si, au fond, les styles de vie qui sont derrière ne sont pas nécessairement à opposer totalement. Alors, voilà, on va parler d'Aristote, Éthique à Nicomaque, le principal livre de, d'éthique d'Aristote. Nicomaque, je vous rappelle, c'était le fils d'Aristote, et Éthique a écrit Aristote, pardon, excuse-moi, a écrit 3 livres d'éthique, une éthique à Eudème E-U-D-E-M-E, qui était donc son autre fils, et un autre traité de morale qui s'appelle Magna Moralia, les grands traités de morale. Bon, alors, peu importe. En tout cas, voilà, je vous parle d'Aristote parce qu'il met en avant une conception de la morale sous le signe de la vertu qui thématise explicitement la vertu comme force, comme puissance et non pas comme impuissance, hein. Et j'ajoute aussi que de toute façon le contexte grec est totalement étranger à l'idée de culpabilité, hein, qui ne fait son apparition qu'avec le christianisme. Enfin, la notion de péché, c'est quand même une invention, hein, auquel les Grecs étaient tout à fait étrangers. Voilà. Alors, une morale de la vertu contre une morale du devoir. Je vais, dans un premier temps, parler un petit peu de vertu et force, hein, de ces deux termes, parce que je crois qu'on a tort de les opposer. Il est vrai que aujourd'hui, quand on emploie le mot vertu, en général, c'est soit pour parler des plantes, bon, ce qui est encore une très bonne chose, soit pour parler purement et simplement de la chasteté, quoi, c'est-à-dire en fait la négation du désir sexuel, hein. Perdre sa vertu. Alors, c'est pas du tout le sens du mot vertu tel que Aristote l'utilise, ou tel que les anciens l'utilisaient, ou même d'ailleurs tel qu'encore aujourd'hui on l'utilise en Italie, hein. La virtu en italien, comme tout à fait dans le contexte latin, c'est resté en fait une forme de force. Je vous ai dit, bon, argument étymologique qui prouve pas forcément grand-chose, hein, mais bon, le mot vertu vient du latin virtu, qui a une double origine en fait, c'est-à-dire d'une part vis, V-I-S, qui signifie la force, et d'autre part vir, V-I-R, qui désigne l'homme. C'est-à-dire d'un côté la virtuosité et de l'autre côté la virilité.
hein. Ce sont les deux termes qui sont à l'origine en fait de cette histoire de vertu. Donc, vous allez me dire, ça prouve pas que la vertu soit force ou soit virilité. Oui, mais ça prouve par contre que elle était conçue comme, comment dire, sous le signe de quelque chose de fort par les anciens qui employaient ce terme, quoi, hein. Voilà. Alors, je vous préciserai qu'en grec, évidemment, on ne dit pas virtu. Le mot grec qui signifie vertu, c'est arete, qui signifie l'excellence. Alors, attendez, je vous mets les mots quand même, parce que là, le grec, le latin, tout ça, tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, en grec, c'est arete, et en latin, virtu. Alors, ça tombe bien, ça disparaît. Hop, voilà. Arete et virtu. Alors, donc arete en grec, ça désigne l'excellence. C'est relié à Arsène, le prénom Arsène, Arsénos, ça veut dire la supériorité. Et en fait, si on voulait traduire le mot arete en se débarrassant totalement de l'ambiguïté un peu qui il faudrait traduire par excellence, supériorité, hein. La vertu, c'est la propriété de l'homme supérieur, de l'homme excellent. Et donc, le, oui, tu veux me laisser, je termine et puis après j'arrive, ok? Bon, alors voilà, tout le monde veut assister au cours, hein, on dirait. Bon, alors arrêtez, donc c'est voilà la propriété de l'homme supérieur, c'est en fait l'excellence. Euh, On pourrait rapprocher ça aussi de l'aristeia, Aristote, ça veut dire le supérieur, hein, la supériorité. Bon, voilà ce que signifie ce mot. C'est-à-dire qu'en fait, il était conçu comme une forme de force quand même, hein. C'est pour ça que vous voyez, j'aime bien ce buste, bon, qui est complètement factice, hein, d'Aristote, puisque ça, c'est l'imitation d'ailleurs d'une assez mauvaise sculpture grecque qu'on a, d'Aristote. Coucou. Et j'arrive. Et on a mis en dessous en fait le costume d'un général romain. Donc c'est deux époques complètement différentes, deux parties certainement différentes, mais bon qui montre Aristote en fait sous le avec les signes de la force, le symbole de la force. C'est pour ça que je trouve cet artefact assez amusant. Bon, peu importe. En tout cas. Euh, L'exemple de l'homme vertueux dans l'Antiquité, je ne parle pas d'Aristote, hein, c'est Jules César. Pour les Romains, hein, l'homme vertueux, c'est Jules César. Vous allez me dire, mais Jules César, enfin quand même, il n'est pas vertueux, il a confisqué le pouvoir républicain, et puis en plus, moralement, dans sa vie privée, c'était un peu n'importe quoi. Il était appelé à Rome, le savez-vous, le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Tellement, en fait, ses aventures de tout genre étaient célèbres dans tout Rome. Bon, donc comment ce serait un homme vertueux? Bah, c'est un homme vertueux parce que en fait, c'est la force, c'est le courage, c'est la grande âme, c'est la capacité à prévoir et à anticiper le cours des choses, le cours de l'histoire. Voilà, c'est ça qui en fait un homme vertueux, c'est-à-dire quelqu'un appliqué toute sa vie à exercer une vie intense et dans le courage et enfin, en s'éloignant de toute forme d'infamie et de honte possible. Voilà, c'est ça un homme vertueux en fait, hein, pour un Romain. Pour un Romain. Les Grecs ne pouvaient pas connaître, enfin Aristote ne pouvait pas connaître Jules César, mais enfin n'oubliez pas tout de même qu'il est le maître de cet homme qui sera le modèle de Jules César, sur la tombe de qui Jules César ira pleurer quand il sera en Égypte, à Alexandrie, chez Cléopâtre. Je veux dire Alexandre, Alexandre le Grand, hein, fut l'élève, pardon, d'Aristote, hein. Alexandre est précisément le modèle dont s'inspirera Jules César, et puis voilà, ce seront les deux grands héros, si vous voulez, figures indiscutables de l'Antiquité gréco-romaine. Bon, bref, revenons à notre histoire. La vertu, que signifie vertu d'abord dans le contexte grec et ensuite dans le contexte latin? La vertu, c'est d'abord la vertu des plantes, c'est-à-dire le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure,
qu'ont les plantes de soigner ou d'avoir certains. C'est-à-dire qu'en fait, ça désigne une forme d'action et une forme d'activité, une forme de puissance salvatrice qui est favorable à la santé. À la santé. C'est pour revenir, vous voyez, sur cette histoire de maladie, puisque Nietzsche estime vraiment que la vertu, finalement, c'est l'abaissement de la vie, l'appauvrissement de la vie est finalement un signe de maladie. Non, dans le contexte grec, la vertu, c'est l'intensification de la vie, c'est le pouvoir d'apporter la santé. Hein. Alors, du coup, puisqu'il y a une vertu des plantes, est-ce qu'il peut y avoir une vertu humaine, une vertu proprement humaine? Hein, Aristote, imitant en cela d'ailleurs Platon, fait remarquer que le mot vertu désigne aussi la vertu du cheval, la vertu du couteau. Donc la vertu du cheval, c'est de bien courir, la vertu du couteau, c'est de bien couper, c'est-à-dire en fait de bien exercer son essence, ce pourquoi en effet sa fonction naturelle. Donc la question devient, y a-t-il une essence naturelle de l'homme? Est-ce que l'homme a une fonction comme le couteau, comme le cheval, etc. Et sa réponse, c'est que il y a une vie proprement humaine parce qu'il y a des caractéristiques de la vie humaine qui ne sont pas partagées par les autres vivants, comme voilà, conduire sa vie par la raison. Hein. Et donc la vie proprement humaine, c'est une vie dans laquelle la raison a un rôle directeur. Et donc, en fait, les vertus qui seront l'intensification de la vie, eh bien, ce sont toutes les dispositions. Souvenez-vous, on a étudié ce concept dans le chapitre sur le bonheur. Toutes les dispositions dans lesquelles la raison commande. La raison commande au désir, la raison commande, ce qui ne veut pas dire que c'est la suppression des désirs, loin de là. On va y venir dans la prochaine vidéo, hein. Mais la vertu, ce sera le courage, ce sera la justice, c'est-à-dire pas du tout en fait des façons des façons de renoncer à la vie, mais une façon de vouloir conduire la vie. Hein, plus exactement, pas du tout une façon de fuir les moments intenses de l'existence, mais au contraire une façon d'aller au devant, hein, parce que le courageux aristotélicien, c'est pas comment dire quelqu'un qui se réfugie dans une espèce de vertu qui serait l'antithèse de la vie, hein, pas du tout. Et je terminerai en vous faisant remarquer que Aristote pense toujours la vertu en analogie avec l'athlétisme dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que la vertu, la vertu des plantes, elle est naturelle, elle est acquise déjà par la nature, enfin elle n'est pas acquise, pardon, elle est dans la nature des plantes, hein, tandis que les hommes ont besoin d'acquérir cette vertu et d'en faire une seconde nature. Et pour cela, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'exercice. On ne peut pas acquérir la vertu de naissance. Les hommes ont des prédispositions peut-être, mais ces prédispositions ne deviennent actuelles, ne deviennent véritables et réelles que si on les actualise, c'est-à-dire si on les exerce. Et de même que aux Jeux Olympiques, on ne donne pas la victoire, vous savez, à celui qui est le plus beau, mais à celui qui, ou le plus fort, pardon, mais à celui qui a le mieux combattu. Et bien de même, la vertu est un combat. La vertu, c'est l'exercice de la force. Voilà, je vous laisse, je m'arrête ici, et donc nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour voir la fin du cours petit 2, petit 3, et ce sera terminé. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.